Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un exercice d'analyse des risques pour Restolink, notre startup fictive de mise en relation entre freelance de la restauration et clients. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est Restolink? Eh bien, Restolink, c'est une plateforme web qui connecte des professionnels indépendants, chefs, cuisiniers, baristas, traiteurs, avec des restaurants, hôtels, entreprises ou particuliers qui ont des besoins ponctuels ou réguliers. Et comme toute plateforme numérique qui gère des données personnelles et des transactions financières et met en relation des personnes, elle est exposée à des risques et c'est précisément ce qu'on va analyser aujourd'hui. Alors, au programme de cette vidéo, eh bien, on a déjà les risques liés à la protection de données et au RGPD, les risques logistiques et opérationnels, les risques réputationnels, et enfin une synthèse avec un plan d'action concret. Allez, c'est parti, on attaque directement avec le gros morceau, le RGPD. Alors, en première chose à comprendre, Restolink en tant que plateforme numérique qui collecte et traite des données personnelles de citoyens européens est pleinement soumise au RGPD, le règlement général sur la protection des données. Et le RGPD, ce n'est pas une blague. On parle de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu. Commençons par identifier quelles données Restolink collecte sur les freelances. On a déjà les données d'identification telles que le nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, email, donc classique. Les données professionnelles telles que CV, diplôme, certification HACCP, permis d'exploitation expert, spécialité culinaire. Les données de disponibilité telles que leur calendrier, l'historique de leur mission. Les données d'évaluation, donc les notes au-dessus, les commentaires des clients, leur taux de complétion. Et les données financières telles que RIB, statut juridique, numéro ciré, historique des paiements. Maintenant, quels sont les risques associés à ces données? Déjà, le premier, c'est l'accès non sécurisé. Imaginez une faille de sécurité qui expose les données de 5000 freelances inscrits. On parle de coordonnées personnelles, d'historique professionnel. Ça peut mener à de l'usurpation d'identité, du phishing ciblé et de la fraude. Le deuxième risque, c'est la conservation excessive. Le RGPD impose une règle claire. On ne conserve les données que le temps nécessaire. Garder indéfiniment les profits des freelances inactifs depuis 5 ans, eh bien, c'est une violation pure et simple. Le troisième risque, c'est le défaut de consentement. Utiliser les adresses mail des freelances pour leur envoyer des newsletters marketing sans leur consentement explicite, direction la CNIL avec une amende au bout. Le risque numéro 4, c'est l'absence de traçabilité. En cas de violation de données, il faut pouvoir démontrer qui a accédé à quoi, quand et pourquoi. Sans traçabilité, impossible de gérer correctement un incident. Maintenant, allons voir côté client. Alors, au niveau client, je vous rappelle, on a les restaurants, les hôtels, les entreprises et les particuliers, grosso modo. Qu'est-ce qu'on collecte pour eux? C'est simple, c'est la raison sociale, le nom du contact, la fonction, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse de l'établissement, le détail des missions publiées et surtout les données de paiement telles que coordonnées bancaires, historique des transactions et factures. Et là, attention, on entre dans le très sensible. Les données bancaires, c'est la cible numéro 1 des cyberattaques. Une seule violation et c'est la catastrophe, telle que la fraude financière, la perte de confiance totale et potentiellement la fin de la plateforme. Il y a d'autres risques quand même, tels que l'exploitation commerciale, donc consentie avec leur des coordonnées à des partenaires, ou même le défaut de sécurisation des paiements en ne respectant pas les normes PCI DSS. Bon, maintenant que j'ai fait part à tout le monde, on respire. Il existe des stratégies concrètes pour se protéger. Alors déjà, au niveau des mesures techniques, la première, c'est le chiffrement béton. On chiffre tout. Les données sensibles en base de données avec de l'AES 256, c'est le standard militaire. On utilise HTTPS avec un certificat SSL-TLS pour toutes les communications et même pour les sauvegardes qui sont chiffrées. On met en place l'authentification à deux facteurs pour avoir un contrôle d'accès strict. Bien évidemment, l'authentification à deux facteurs, on l'appelle communément le 2FA.
et c'est obligatoire pour tous les comptes. Et on utilise un système de gestion des rôles. Seuls les collaborateurs habilités accèdent aux données sensibles. Le développeur junior n'a pas besoin d'accéder au RIB des freelance. Point. Le numéro 3, c'est la journalisation de tous les accès. Chaque fois que quelqu'un consulte une donnée personnelle, c'est tracé qui, quand et quelles données. Comme ça, en cas de problème, on peut enquêter. Numéro 4, la gestion du cycle de vie des données. On définit des durées de conservation claires. Pour les freelance actifs, tant que le compte est actif. Pour les freelance actifs, suppression après 3 ans avec des notifications préalables. Des données, pour les données financières, c'est une conservation légale 10 ans pour la compta. Et pour les données de mission, c'est un archivage après 3 ans. Et bien sûr, on respecte le droit à l'oubli. Si un utilisateur demande la suppression de ces données, on a maximum 30 jours pour le faire, partout, y compris dans les sauvegardes. Alors, maintenant, au niveau des mesures organisationnelles, on va commencer déjà par désigner un DPO, donc un Data Protection Officer. C'est le responsable de la conformité RGPD. C'est le point de contact avec la CNIL. On crée un registre des traitements, un document qui liste tous les traitements de données personnelles effectués par Restoling et on le met à jour au moins tous les trimestres. On rédige aussi une politique de confidentialité claire, pas du jargon juridique incompréhensible, mais un langage simple et surtout on demande un consentement explicite pour chaque finalité. Par exemple, on met des cases à cocher non précochées pour recevoir la newsletter, recevoir des notifications de mission et pour partager mes données avec des partenaires. Et bien évidemment, l'utilisateur peut retirer son consentement à tout moment. Dernier point crucial, la gestion de violation des données. Si jamais on a une faille, on a une procédure. Notification à la CNIL dans les 72 heures, communication aux personnes concernées si le risque est élevé, et un plan de réponse aux incidents testés régulièrement. Voilà pour la RGPD, c'est dense mais c'est fondamental. Maintenant, passons au risque logistique. Hop. Voilà. Donc, alors là, on va entrer dans le concret du métier de plateforme de mise en relation. Et le premier risque, vous l'avez peut-être deviné, c'est les annulations de dernière minute. Imaginez, samedi soir, 18h, un restaurant parisien a réservé un chef via Restoling pour un service de 150 couverts qui démarre à 19h. À 17h45, le chef annule. Panique à bord. Le restaurant se retrouve dans la panade avec une désorganisation totale du service, une perte de chiffre d'affaires, des clients mécontents et surtout perte de confiance envers Restoling. Un autre scénario, le freelance ne se présente pas du tout, donc un no-show comme on dit, encore pire. Ou alors il se présente, mais le client le refuse à son arrivée sans justification. Voilà, conflit garanti. Les risques logistiques, c'est aussi les litiges sur la qualité, où le client estime que la prestation est mauvaise et que le freelance dit que les conditions de travail n'étaient pas celles annoncées. Ça peut être aussi une inadéquation des compétences, où le freelance a surévalué ses compétences et ses capacités, ou que le client a publié une mission floue. Bref, plein de situations qui peuvent dégénérer. Alors, maintenant, on va voir les stratégies de minimisation. Donc, la première, c'est au niveau de la politique d'annulation. Donc, la première, c'est qu'elle soit progressive. On met en place des règles claires. Plus de 48 heures avant la mission, annulation gratuite pour les deux parties, pas de pénalité, c'est normal. Les imprévus arrivent. Entre 24 heures et 48 heures, une indemnité de 25 € du montant de la mission, ça commence à faire mal. Ça incite à la responsabilité. Moins de 24 heures, indemnité à 50%. Là, c'est sérieux. Et moins de 6 heures ou no show, indemnité de 100% du montant. Là, c'est la sanction maximale. Évidemment, il y a des exceptions justifiées, telles que maladie avec certificat médical, force majeure telles que grève de transport, météo extrême, etc. Ou même des problèmes familiaux graves. Et bien évidemment qu'on ajoute aussi un système d'avertissement. Première annulation tardive, avertissement plus notification. Si c'est la deuxième, suspension de séjour. Si c'est la troisième, suspension de 30 jours. Et si c'est la quatrième, exclusion définitive de la plateforme. Mais attention, on n'est pas des tiers non plus. Le compteur est remis à 0 après 6 mois sans incident. Et si quelqu'un conteste, il y a une procédure de médiation. Deuxième stratégie, c'est un corps de fiabilité visible sur chaque profil. Comment on le calcule? Déjà avec le taux de présentation mission
objectif plus de 95%, ponctualité, retard de plus de 15 minutes pénalisé, taux d'annulation objectif moins de 5%, et une moyenne des évaluations clients. Et ce score se traduit par des badges visibles, bronze, argent, or, platine. Les profils platine sont mis en avant dans les résultats de recherche, ça crée une émulsion positive. Pour les missions critiques, on peut même proposer un système de caution, 20% du montant restitué si tout se passe bien, séduit en cas de no-show. Troisième axe, s'assurer que les freelances sont vraiment compétents. À l'inscription, on vérifie l'identité avec une pièce d'identité obligatoire, le statut juridique avec CIRE, assurance RC Pro, les diplômes et les certifications avec HACCP et permis d'exploitation obligatoire pour la restauration, et les références professionnelles. Donc, on contacte les anciens employeurs. Et on va plus loin. Entretien vidéo de 15 minutes avec un membre de l'équipe Restoling pour évaluer le professionnalisme. On peut même proposer des missions test. La première mission se fait avec un client partenaire de confiance et on évalue la prestation en détail. Si c'est bon, le freelance obtient un badge certifié Restoling. Dernière stratégie, un processus de médiation interne bien rodé. Si un litige survient, donc il y a un signalement, là, c'est la première étape, sur un formulaire dédié accessible directement dans l'interface utilisateur, délai maximum 48 heures après la fin de la mission, il ne faut pas exagérer, c'est sur de là. Une enquête du coup interne, où l'équipe support collecte les preuves, échange tels que les échanges de messages, photos, témoignages. On auditionne aussi les deux parties, et après, sous 5 jours maximum, il y a une décision où on peut décider d'un remboursement partiel ou total, ou maintenir ou annuler le paiement freelance et bien évidemment sanctionner la partie fautive. Et si ça ne suffit pas, on a un partenariat avec un service de médiation professionnelle agréé. Le coût est partagé entre les deux parties. Pour éviter le litige en amont, on met à disposition une messagerie intégrée avec chat en temps réel, notification push et mail, historique conservé, ça sert de preuve en cas de conflit, et le jour J, le freelance doit pointer son arrivée via l'application, le client valide la présence, ça déclenche automatiquement le paiement. Tout est tracé, tout est clair. Voilà pour les risques logistiques. On peut passer maintenant à la réputation. Hop. Donc, pour la réputation, c'est vraiment ça, ce genre de choses qui peut vraiment mettre à mal une plateforme du jour au lendemain, tel qu'un bad buzz, un scandale, et c'est fini pour la plateforme. Le premier risque majeur, c'est les faux profils. Ça peut être un faux profil freelance, qui est du coup complètement fictif avec de fausses compétences. Ça peut être aussi de l'usurpation d'identité, quelqu'un qui se fait passer pour un chef reconnu. De faux profils aussi clients créés pour collecter des données personnelles de freelance. L'impact, perte de confiance totale. Les utilisateurs légitimes, ils partent. Et juridiquement, Restoling peut être considéré comme un complice de fraude. Deuxième risque, les évaluations frauduleuses. 3 types de fraude pour ça. Il y a l'auto-évaluation, donc un freelance crée des faux comptes clients pour se mettre des 5 étoiles. Il y a aussi les évaluations malveillantes, avec par exemple un concurrent ou un utilisateur mécontent laisse de fausses mauvaises notes, ou il y a même le marché noir, avec une vente d'évaluation positive contre de l'argent. Résultat, le système d'évaluation ne veut plus rien dire. Les bons freelances sont noyés, les incompétents sont mis en avant. C'est la catastrophe. Le troisième risque, c'est les comportements inappropriés. On parle de harcèlement en tout genre, de discrimination en tout genre, de fraude, de déclaration mensongère, contournement des commissions. Et là, attention, la responsabilité juridique de Restoling en tant que plateforme peut être engagée. On a vu des plateformes condamnées pour ne pas avoir suffisamment modéré. Le dernier risque, c'est le bad buzz et la crise médiatique. Un seul incident mal géré, tel qu'une intoxication alimentaire médiatisée, un accident du travail, un témoignage négatif viral, et c'est l'avalanche, chute des inscriptions, départ massif d'utilisateurs et difficulté à lever des fonds, et perte de partenariat. La première ligne de défense, c'est un KYC renforcé. Know Your Custom. À l'inscription, on demande du coup du plot d'une pièce d'identité, telle que CNI ou passeport ou autre pièce d'identité valide. Une vérification automatique via un service tiers spécialisé comme OnPindo ou Yoti, un selfie de vérification pour confirmer que la personne correspond bien à la pièce d'identité,
Et pour les freelances, on vérifie le CRF via l'API de l'INSEE. Pour les entreprises, on demande de la CABIS et on vérifie l'assurance RC Pro. Et aussi, on a l'authentification de facteurs obligatoire, notification si connexion depuis un nouvel appareil. Et côté détection de fraude, on met en place des algorithmes qui repèrent les profils créés en masse depuis la même adresse IP, les comportements suspects avec la création de comptes puis évaluation immédiate, les patterns de connexion immédiate, et on a une équipe de modération humaine qui vérifie les signalements et fait des contrôles aléatoires. Pour les évaluations, on verrouille tout. La première règle, c'est seuls les utilisateurs ayant réellement effectué une mission ensemble peuvent s'évaluer. Pas d'évaluation sans transaction finalisée. Et on met un badge mission vérifiée sur les vrais avis. On met aussi un algorithme qui détecte les avis suspects avec un langage inhabituel, un timing bizarre, tel que 50 évaluations positives en 2 jours et une notation atypique. Ces évaluations sont automatiquement signalées pour une revue manuelle. La deuxième règle, une seule évaluation par mission dans une fenêtre de temps limitée, genre 15 jours après la fin de la mission. Après c'est fini, on ne peut plus évoluer. Point important, les évaluations sont bidirectionnelles. Le freelance note le client note le freelance, et les deux évaluations sont publiées simultanément pour éviter les représailles. On note sur plusieurs critères tels que la ponctualité, les compétences techniques, le professionnalisme et la communication, avec un commentaire obligatoire d'au moins 54 pages juste des étoiles. On veut du détail. Et chaque utilisateur peut répondre publiquement à une évaluation. Ça permet de contextualiser ou de contester un avis. Si un avis est abusif avec des injures, diffamation ou fausses informations, on peut le signaler. L'équipe de modération examine sous 48 heures et prend une décision motivée. On impose une charte de bonne conduite stricte où les utilisateurs s'engagent à respecter les autres utilisateurs, aucune discrimination, aucun harcèlement, confidentialité des données échangées et ne pas contourner la plateforme en faisant par exemple le paiement hors système qui est complètement interdit. Cette charte doit être acceptée explicitement à l'inscription avec une case à cocher. On facilite aussi le signalement avec un bouton signaler accessible sur chaque profil et message, catégorie prédéfinie, anonymat du signalement garanti. Et on applique des sanctions progressives avec un avertissement écrit. Ensuite, si ça coûte une suspension temporaire qui peut aller de 7 jours à 15 jours ou même 30 jours, ou, dans le pire des cas, un bannissement définitif avec interdiction de se réinscrire. On publie même des statistiques de modération avec le nombre de signalements, sanctions appliquées, pour montrer qu'on est actif et fait dissuasif garanti, technique. Le dernier point, la gestion de crise. On constitue une cellule de crise avec la SEO, le responsable com, le responsable support client et le DPO. On prépare des templates de communication à l'avance, on désigne un porte-parole, on identifie les canaux, les réseaux sociaux et les emails et communiqués de presse. On met en place une veille réputationnelle en temps réel avec un monitoring des réseaux sociaux, toutes les mentions de Restoling, à la Google sur la marque, analyse des sentiments positifs ou négatifs, et on est réactif avec une réponse sous 2 heures aux commentaires négatifs publics. Prise en charge personnalisée des utilisateurs mécontents, transparence en cas d'incident, on reconnaît, on s'excuse, on explique les actions correctives. Voici pour la réputation, on arrive à la dernière partie de la synthèse. Bon, on a vu beaucoup de choses, maintenant on va synthétiser et surtout on va prioriser. Hop. Donc je vous mets la bonne slide. Donc du coup, je vais vous récapituler tous les risques qu'on a identifiés, les stratégies de minimisation et les responsables et surtout la priorité. Donc au niveau des risques critiques, ceux qui peuvent vraiment avoir un très gros impact sur la boîte, c'est la conformité RGPD, les faux profils et l'usurpation d'identité et le harcèlement et la discrimination bien évidemment. Au niveau des risques élevés qui sont importants mais qui ont moins d'impact quand même que les critiques, même s'ils ont beaucoup d'impact, c'est les annulations de dernière minute, les litiges sur les prestations, l'inadéquation des compétences et les évaluations frauduleuses. Et pour les risques moyens à surveiller mais pas urgents, c'est les litiges financiers mineurs et le bad buzz localisé. Maintenant, le plan d'action concret. En priorité absolue, on s'occupe de la mise en conformité RGPD totale, où on désigne un DPO, donc un Data Protection Officer, on rédige le registre des traitements et on met en place le chiffrement et les contrôles d'accès.
Budget estimé 15 000 euros entre le consultant RGPD et les outils techniques. Ensuite, pour la vérification d'identité stricte, on intègre un service comme Onfido, on crée le processus de validation des professionnels. Donc, au niveau budget, on a environ 5 000 euros d'intégration plus 2 euros par vérification. Ensuite, la politique d'annulation et de système de sanctions, où on rédige des CJU détaillés et qu'on développe un système de pénalité automatique. Donc, c'est du dev interne. Donc, le total pour cette première phase, c'est environ 20 000 euros plus le temps de dev. Ensuite, une fois que le fonctionnement est en place, on s'attaque au système d'évaluation antifraude avec des algorithmes de détection, une équipe de modération, donc on embauche un modérateur, donc le budget c'est développement interne plus 30 000 euros par an pour le Modo. Ensuite, pour la gestion des litiges et médiation, on crée une équipe de support dédiée et on établit un partenariat avec un service de médiation. Donc, pour cette partie, le budget est d'environ 30 000 euros par an. Donc, le total pour cette deuxième phase, c'est environ 60 000 euros par an. Dernière phase, c'est l'optimisation. Alors, la première optimisation, c'est au niveau de la veille réputationnelle et communication, avec des outils de monitoring tels que Motion, Manwatch, etc. et la formation de la cellule de crise. Donc, pour ça, au niveau budget, on est environ 10 000 euros par an. Il y a aussi les assurances avec la RC Pro renforcée et l'assurance protection juridique, donc budget environ 8 000 euros par an. Donc au total pour cette troisième phase, c'est environ 18 000 euros par an. Budget global sur 12 mois, environ 100 000 euros. Plus les ressources internes, c'est un investissement, mais c'est nécessaire pour la pérennité de la plateforme. Dernier point essentiel, comment on mesure l'efficacité de tout ça? Déjà, en premier avec les KPI RGPD, tels que le nombre de demandes d'accès aux données et délai de traitement, le nombre de violations de données, donc avec un objectif de 0, et le taux de conformité aux audits, objectif 100%. Il y a aussi au niveau des KPI logistiques avec le taux d'annulation global, objectif moins de 5%, le taux de no-show, objectif moins de 2%, un délai moyen de résolution des litiges, objectif moins de 5 jours, et une satisfaction post-mission, objectif plus de 4,5 sur 5. Au niveau des KPI réputationnels, déjà le nombre de faux profils détectés et supprimés, le taux d'évaluation frauduleuse objectif moins de 1%, le nombre de signalements de comportement inapproprié et le Net Promoter Score, donc le NPS, objectif plus de 50. Ces KPI doivent être suivis en temps réel sur un dashboard accessible à toute l'équipe et on fait un bilan mensuel pour ajuster les stratégies si nécessaire. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse des risques pour Restolink. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une plateforme numérique et qu'une plateforme numérique comme Restolink est exposée à des risques multiples tels que juridiques avec le RGPD, opérationnel avec la gestion des missions et réputationnel avec les fonds profils et les évaluations. Mais l'essentiel, c'est la prévention. Mieux vaut investir 100 000 euros dans la sécurité, la conformité et la qualité que de perdre 1 million d'euros en amont de litige et perte de clients. Et surtout, cette analyse de risque, c'est pas un document qu'on fait une fois et qu'on oublie dans un tiroir. C'est un document vivant qu'il faut actualiser au moins une fois par an, voire plus souvent si l'environnement évolue. La clé du succès de Restolink, ça va être la transparence et la responsabilité. Communiquer régulièrement sur les efforts en matière de sécurité, montrer qu'on est sérieux, qu'on protège nos utilisateurs. Comme ça, on positionne Restolink comme un acteur fiable, durable, de référence sur le marché du freelancing dans la restauration. Voilà, j'espère que cette correction vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, vous abonner et à la partager bien évidemment avec vos collègues de formation. Ça m'aide énormément. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Ciao!